Très bien, merci à tous, bienvenue pour ce nouveau cycle de conférences de la maintenance, pour la première fois qui aura lieu donc, à Grenoble, ici même, en plein cœur des Alpes. Pour commencer, ici on va parler de maintenance connectée. Alors c'est vrai que récemment, une étude du GFI donc, est parue mettant en avant que les entreprises françaises, seulement 1 sur 5 avaient entamé une démarche d'industrie du futur. Ça mettait en avant certains freins, notamment sur l'accompagnement des experts, enfin de spécialistes industriels en la matière, pour entamer donc une démarche d'industrie du futur et son corollaire, donc la maintenance. Alors ici, nous avons deux spécialistes justement de la maintenance industrielle, avec donc Bruno Barbanson et Olivier Pierlot de la société Rockwell Automation, qui vont nous parler justement de cette mise en place de la maintenance connectée, de la digitalisation, pardon. Donc je vais vous laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais prendre la zapette, ça va être plus facile. Donc, merci d'être présents. Je vais vous présenter très rapidement Rockwell Automation. L'objectif, c'est pas de vous vendre Rockwell Automation, c'est plutôt de vous parler de la maintenance connectée et de la digitalisation. Donc Rockwell Automation, c'est une entreprise internationale, présente dans 80 pays, un chiffre d'affaires de près de 7 milliards de dollars dans l'automatisme industriel et dans le software. Je précise le software parce que c'est une évolution ces dernières années avec une tendance à aller de plus en plus vers des softwares de plus en plus sophistiqués, des partenariats stratégiques avec des petites PME comme Cisco, Microsoft et PTC. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est allé vers ça? C'est pour justement accompagner ce mouvement d'industrialisation 4.0 qui s'applique à la fois sur nos produits d'automatisme et dans les solutions techniques qui sont mises en œuvre, mais également, et c'est le sujet d'aujourd'hui, sur la maintenance connectée, le prescriptif, du descriptif au prescriptif. On va rentrer dans tous les détails et surtout les outils qui vont permettre d'aller vers ces solutions de maintenance connectée et donc d'aide à la maintenance et à l'optimisation de la production. Alors, la digitalisation, c'est quand même le cœur de l'industrie 4.0. La digitalisation, c'est lié à quoi? C'est lié à 5 éléments majeurs. L'évolution des marchés. Les entreprises doivent produire de manière de plus en plus réactive, de plus en plus adaptée, personnalisée, dédiée à leurs clients, avec des petites séries par rapport à des grandes, etc. Les marchés évoluent, les cycles de production sont super courts. On est dans des situations de plus en plus, je dirais, instables. Et donc, il faut que les entreprises soient capables de s'adapter, sinon elles meurent. Et par ailleurs, un des enjeux de l'industrie 4.0, l'industrie 4.0 concerne beaucoup le monde occidental. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on est obligé de s'adapter par rapport à des enjeux de production à coûts réduits dans des pays en voie de développement. Et donc, on est forcément là pour protéger aussi nos emplois. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, tout ce qui est digitalisation, intelligence artificielle et autres, ça ne détruit pas des emplois, mais ça en crée. Et en tout cas, ça en maintient dans nos sociétés. On a une offre technologique qui évolue très très vite. Si on regarde l'automatisme, en 10 ans, on est passé des axes mécaniques à des axes numériques avec de la robotisation de plus en plus fréquente sur les machines. Donc la technologie est devenue de plus en plus complexe, contrairement à ce qu'on pense. On pense que finalement ça se simplifie, mais pas du tout, ça se complexifie. C'est les interfaces entre les gens et les équipements et les machines qui ont tendance à se simplifier pour rendre avec notamment de la contextualisation de l'information utile pour l'utilisateur, que ce soit un automaticien ou un producteur. On a
de ce fait-là, avec la mise en place de la digitalisation ou de l'industrie 4.0, un impact direct sur l'organisation de l'entreprise. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a une dimension sociétale aussi. Les gens qu'on recrute aujourd'hui ne sont pas les mêmes que... Enfin, quand on recrute des jeunes qui sortent de l'école, ils n'ont pas du tout le même profil que quand moi j'ai été recruté il y a très très longtemps maintenant. On n'a pas le même comportement, on n'a pas la même culture. Les générations actuelles sont digitales natives. Et donc, la digitalisation, ça leur parle tout de suite, alors que nous, on fait un effort d'adaptation, évidemment. Et puis, il y a un certain nombre de sujets qui sont fondamentaux pour la société et qui impactent directement la production et l'industrie en général. C'est la notion d'environnement et la notion d'écosystème, c'est-à-dire comment les entreprises fonctionnent en réseau, comment les gens se connectent entre eux et font avancer le schmilblick, si je peux le dire ainsi. Alors, la digitalisation, c'est l'association, je dirais, de ce qu'on appelle le modèle physique et le modèle digital. En quelque sorte, on décide de mettre en place une digitalisation dans une entreprise pour interconnecter l'ensemble des équipements, des assets, mais aussi de l'informatique, mais aussi de la maintenance, mais aussi des gens qui s'occupent d'environnement, etc. Donc on va déjà définir les assets et on va impliquer les gens. Donc ça, c'est un des points fondamentaux, c'est de créer une équipe qui va être chargée de la digitalisation. Cette équipe-là va donc connecter des assets, sélectionner les assets, connecter des assets, et on va faire en sorte que l'infrastructure soit capable de véhiculer des données, puisqu'en fait les assets vont être communicants, vont transmettre leurs informations, ces informations vont être transportées, analysées, valorisées, et à quoi vont-elles servir? Des données pour des données. Le big data, avoir des millions et des milliards de données, ça ne sert pas forcément à quelque chose, sauf si on est capable de les trier, d'en tirer la quintessence et surtout d'agir derrière l'exploitation de ces informations. Les données qui ont été triées vont permettre d'orchestrer une réponse et donc une action sur le physique, sur les assets, sur la maintenance, etc. Je vais laisser peut-être la parole maintenant à Bruno pour aller un peu plus loin dans l'approche de la digitalisation. Donc en revenant un petit peu plus proche du terrain, si j'ose dire. Le but de cette digitalisation serait de transformer toutes ces datas, dont toutes les entreprises en ont toute une foultitude. Pardon. Toutes les entreprises, vous avez tous plein de data chez vous, plein de données. Le tout, c'est de savoir les utiliser et comment on va pouvoir les transformer en des actions. Merci. En des actions pragmatiques. Sans refaire l'historique de la maintenance, hein, vous reconnaissez là la partie purement descriptive. La maintenance descriptive, qu'est-ce que l'on fait? Pour aller du descriptif jusqu'à une action prescriptive, où on a mis en dessous un exemple, un descriptif, qu'est-ce qui se passe? Le diagnostic, tiens, on se rend compte que le réservoir de mon automobile est vide. Pardon, c'est un exemple pratique. Le prévisionnel va simplement nous dire, bah, attention, le moteur va s'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai plus de carburant. Et le prédictif, ça va nous demander de refioler le plus vite possible. D'accord? L'objectif de manipuler toutes ces données, ce sera de les transformer tout ça dans une analyse basique, en une analyse avancée, utilisant entre autres l'intelligence artificielle. Donc comment ça va s'intégrer dans une chaîne de production? Donc j'ai pris un exemple simple. Hein, donc, comment on va intégrer des assets qui sont de plus en plus complexes, comme expliquait Olivier tout à l'heure. Sachant qu'il va falloir qu'on soit très flexible. La production va demander de plus en plus de flexibilité. Changement d'outils, changement de mix produit, etc. Flexibilité des opérations, c'est-à-dire il faut parfois arrêter immédiatement par rapport aux demandes des clients qui sont toujours de plus en plus en flux tendu, être capable de changer rapidement d'une chaîne de production à une autre, voire d'une usine à une autre. Le tout en sécurité, c'est normal pour le personnel, et avec une infrastructure qui est de support qui sera de plus en plus réduite à peau de chagrin. On voit bien les budgets maintenance, comment ils évoluent en général dans les entreprises, c'est rarement à la hausse. Hein.
Donc, une fois qu'on a digitalisé l'entreprise, qu'est-ce qui fait le lien entre les valeurs commerciales d'une boutique et les challenges industriels que vont devoir relever les gens qui s'occupent de digitalisation? Entre les besoins d'une mise sur le marché plus rapide, les besoins des finances qui vont demander un coût de possession qui soit le plus bas possible. On va demander en même temps de rallonger la vie des assets, c'est-à-dire une meilleure utilisation, une plus longue utilisation des machines, tout en manageant les risques. Et les enjeux sont, on a mis tous les challenges qui sont en dessous, ce en quoi on fait face aujourd'hui, un problème de compétences, une disparition des compétences globalement. On a des assets qui vieillissent de plus en plus. On a des dépenses de maintenance opérationnelle qui augmentent. On a des risques environnementaux et de conformité réglementaire qui sont de plus en plus contraignants sur les opérations de production. Vous imaginez bien qu'avec qui dit digitalisation dit network, réseau, qui dit réseau dit menace d'attaque potentielle. Tous les ans, les entreprises en font les frais. Tout le monde le cache bien, mais régulièrement, il y a des attaques partout, des cyberattaques. Et bien sûr, il va falloir faire converger l'IT-OT, donc l'Internet, l'IT-OT. Excusez-moi pour la traduction, je sais, en français, c'est un peu délicat. Et l'intégration de cette nouvelle technologie dans les outils de maintenance. Donc, alors, je ne sais pas quels sont tous les niveaux potentiels des gens qui sont présents, un peu tous les niveaux. Ça va vous paraître un peu basique. L'idée, c'est de présenter les différents niveaux d'analyse qu'on se trouve au niveau d'une entreprise, d'un système ou d'une machine. Donc, avec une approche matricielle, on peut très bien aller du descriptif au prescriptif, en sachant que le prescriptif n'est pas forcément utile dans tous les cas de figure. On peut très bien rester dans du diagnostic pur et dur, ça tout dépend du système que l'on envisage. Maintenant, on passe à des faits, à des choses qui sont réelles, qui sont factuelles. La maintenance passe 40% de son temps en réactif. Globalement, en moyenne, je ne dirais pas sur le monde, mais sur l'Europe, en tout cas, c'est le temps passé. L'idéal, selon la World Class Manufacturing Association, l'idéal serait de 15%. Donc, pourquoi pas, c'est un target fixé par toutes les entreprises qui adhèrent à ce modèle. Et quand on analyse les coûts des arrêts non programmés, on passe pratiquement la moitié de son temps à trouver les ressources pour résoudre le problème. Quand je dis ressources, c'est des ressources financières ou des ressources humaines. C'est un fait. Ça, c'est vraiment l'enjeu, en fait, également de la digitalisation. Ça va être de limiter au maximum le temps entre la détection, l'identification et la solution apportée directement sur le terrain. On a vu que les compétences diminuaient dans les entreprises et elles avaient tendance à être externalisées. Le problème, c'est de trouver la bonne compétence au bon moment. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes, c'est d'avoir en fait de la contextualisation qui nous permet d'avoir le bon diagnostic le plus rapidement possible et la connexion avec la personne interne ou externe capable de résoudre le problème. Et là, on réduit de manière importante le temps pour trouver la ressource et résoudre le problème. Donc, quand on fait une analyse des entreprises qui travaillent en WCM, World Class Manufacturing, les meilleurs de la classe, si j'ose dire, on peut constater un temps d'arrêt programmé en moyenne qui n'est plus que de 3,5%, grosso modo, sur les temps d'ouverture. Des OI en moyenne 89%. Alors prenez ces chiffres avec précaution parce que l'OI va dépendre du type de process, etc. Mais grosso modo, c'est une moyenne sur les performances des entreprises qui travaillent en WCM. Des coûts de maintenance diminués de 13%. Et un retour de la rentabilité des actifs qui a augmenté de 24%. Les financiers sont très sensibles à ce genre de choses. Et en fait, l'idée de la maintenance, c'est bien de passer de la maintenance
de la digitalisation, pardon, c'est de passer de la période de maintenance à de l'asset management pur et dur. C'est une vision beaucoup plus globale. L'asset management pouvant se définir comme étant l'art et la manière d'utiliser toutes les techniques possibles pour optimiser les assets d'une usine. On y reviendra un peu plus tard. Donc il correspond à une convergence entre l'IT et l'OT. C'est un peu une redite, mais c'est pour passer à la suite sur un exemple concret. Quels sont les objectifs? Donc, de digitaliser, et ça c'est important parce qu'on le verra tout à la fin, comment maîtriser tous les automates, tous les systèmes, automatiques ou non, pour diminuer les temps d'arrêt, optimiser la performance, réduire les écarts de compétences, comment former les gens, comment limiter, on l'a vu, les temps d'intervention, comment passer du préventif au prévisionnel, en sachant que l'idéal n'est pas le 100% prévisionnel, évidemment, et considérer la maintenance et le suivi de performance en changement technologique. Donc on va devoir s'appuyer plus sur des datas que sur des savoir-faire dans les vieux carnets. Donc l'idée de tout ça, c'est de se concentrer non pas sur la maintenance, qui ne devient qu'un outil, mais sur le produit fini fabriqué par l'usine ou l'entreprise. Alors comment on met ça? Pour la mise en œuvre, on a pris un exemple qui est ce qu'il est, qui est un peu terre à terre, mais qui va vous expliquer un peu plus en détail. D'abord, pour envisager une démarche de digitalisation, il va falloir qu'on choisisse les bons assets. Est-ce qu'on prend les assets qui sont critiques par rapport au process ou non? C'est un choix que vous devez faire. Sont-ils connectés ou pas? C'est-à-dire, existe-t-il déjà des systèmes de capteurs connectés à des réseaux? Oui ou non? Est-ce que vous avez fait déjà des analyses stratégiques de ces différentes machines, de ces différents assets dans l'usine? Une approche comme ça va vous permettre de choisir quels sont les assets que je souhaite digitaliser, quelles sont les lignes de production, quelles sont les machines dans une ligne de production, quel est l'atelier ou l'usine complète dans un groupe que je veux digitaliser. Ouais, c'est illusoire de penser qu'on va réussir à tout digitaliser l'usine d'un seul coup. C'est un processus qui est relativement long et donc ça peut être un objectif sur 10 ans. Mais il va falloir quand même sélectionner ce qui est d'abord prioritaire, c'est le 80-20, tout ce qui impacte directement, tout ce qui, lorsqu'on a des pannes aléatoires, met en arrêt la production et donc les contrats avec nos clients. C'est vraiment là que ça joue, c'est sélectionner. Et alors après, il va falloir collectivement décider lesquels on choisit comme prioritaires. Ça, c'est vraiment la base du travail. Une fois que le choix est fait, quelles sont les données critiques? Quelles sont les données que j'ai aujourd'hui? Quelles sont les données que je souhaite avoir? Comment je les enregistre? Et comment je vais les exploiter après? C'est basique, c'est une approche très basique. De la criticité des données. Pardon, je m'éloigne. Donc, attends juste si tu peux revenir. On a un exemple là où on dit que si on a sur un asset, on a 5 capteurs identifiés qui communiquent leurs informations, on doit pouvoir prévoir des pannes 2 semaines à l'avance. C'est un peu ça l'objectif. L'objectif, ça va être de combiner les informations, de les sélectionner, de les combiner pour finalement être dans le prescriptif. Dire attention, si vous ne faites rien dans 2 semaines, et donc là, c'est 5 capteurs. Les études ont montré que si on mettait 40 capteurs, alors 40 c'est beaucoup parfois sur un asset, puis ça coûte quand même un peu d'argent, là ça pourrait être 3 mois à l'avance. Donc les modèles qui sont derrière vont être de plus en plus sophistiqués, plus il y a d'informations, plus le modèle va être complexe. Donc il faut aussi trouver le bon équilibre entre le nombre d'infos dont on a besoin, qui sont les infos principales, et finalement le fait par exemple d'avoir une information d'une panne dans 2 semaines, si vous avez des arrêts programmés de production tous les 4 jours, c'est parfaitement compatible. C'est-à-dire qu'on sait qu'on pourra utiliser un des arrêts programmés par la production pour corriger l'élément défaillant. Effectivement, sur des process control, procédés continus par exemple, ça peut être intéressant de savoir 3 mois à l'avance parce qu'on n'a pas des arrêts si fréquents. Ok, merci. Donc comment ça marche? Comment on met en place ce système
pragmatiquement sur une chaîne de production, sur une boucle de production. On travaille avec ce qu'on appelle des agents qui sont au cœur de... Alors les agents, c'est un soft, c'est un patch qui cherche à modéliser les données, associées à un mode de défaillance. On va avoir deux types d'agents. Celui qui va détecter une panne, pure et dure, ça marche pas, c'est tout ou rien. Celui qui va détecter une dérive. Ce n'est qu'un exemple. Ces agents c'est des petits patchs, des petits softwares qui sont complètement autonomes, qui se débrouillent. Et qui, dans le système machine, vont apprendre aussi à se former tout seuls, différemment. Quand on dit qu'ils sont autonomes, ça veut dire qu'on les connecte finalement sur le réseau. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un réseau qui soit connecté et sur lequel on puisse se connecter à n'importe quel endroit dans l'entreprise et mettre cet agent donc sur un serveur, sur un PC durci, et qui va justement être... il ne participe pas à la production, par contre il participe à la collecte d'informations et au développement des modèles et pour ensuite donner de l'information en retour de la prescription et du descriptif et du prescriptif. Alors comment on va rendre ces datas qui sont surveillées par ces agents, qu'on va rendre prescriptifs? D'abord, évidemment, on va collecter ces datas, collecter les historiques de maintenance que vous avez déjà sur vos différents CMMS. Évaluer la cohérence des datas et identifier les modèles. Je m'explique. Quand on forme un agent sur un modèle, c'est-à-dire qu'on va le former, par exemple, sur une pompe, on va dire il y a du débit, il n'y a pas de débit. Ou je ne dois pas dépasser, ou je dépasse je suis en overdébit, en overflow, ou en dessous. Voilà, c'était... Donc, vous imaginez le nombre d'agents qu'il faut développer, qu'il faut écrire, qu'il faut rédiger, qu'il faut intégrer pour pouvoir envisager l'ensemble de tous les défauts de ce qu'on peut trouver sur un système. C'est long, c'est lourd, mais ça se fait. Donc, sur le principe, voilà. Grosso modo, voilà, quand on a une dérive toute seule, on a un agent qui va chercher les informations sur les capteurs. Et voilà. Le process est répété. Quand il n'y a pas d'apprentissage, ça tourne en rond comme ça. Il va demander les opérations d'inspection, tout simplement. Quand l'agent connaît une panne, alors on l'a figuré dans plusieurs cercles. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que c'est pas forcément le but de ce dont on discute aujourd'hui. Donc quand il va reconnaître une panne, il va signaler, attention, j'ai une panne, il se passe ci, il se passe ça. Messieurs de la maintenance, veuillez agir. Là, on est encore dans la surveillance, on n'est pas dans le prescriptif. Quand c'est quelque chose d'inconnu, le système va apprendre, c'est du machine learning pur et dur. Le système va apprendre tout doucement en disant attention, il va se passer quelque chose. J'envoie une alerte de santé, il faut faire quelque chose, j'envoie une demande à la maintenance. On reste encore un peu dans du descriptif, du prévisionnel, si je veux dire. On va rentrer plus dans le détail en sautant d'un cercle sur un apprentissage automatique, ce coup-ci. Je ne souhaite pas rentrer trop dans le détail de ces choses-là parce que sinon on va y passer 2 heures. Je ne peux pas vous le fournir en après. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la suite. Voilà. C'est les exemples concrets pour rester très pragmatique. On a pris ici, je vous ai présenté un exemple qui fonctionne aujourd'hui sur une entreprise, une usine qui fabrique des boissons énergisantes. Je ne citerai pas le nom, je n'ai pas le droit, qui utilise un magnet motion. C'est ce système ici, qui est un système de translation magnétique. Je ne sais pas comment le décrire, Olivier, si tu as des idées là-dessus. Pour éviter le Larsen. Ça n'a pas marché. Oui, c'est un système de convoyeur magnétique sur lequel en fait il y a un certain nombre de paliers ou d'équipements qui vont être véhiculés magnétiquement à des rythmes différents en fonction des besoins de positionnement des différents produits. Donc c'est ce qu'on appelle la technologie Manimotion, où chez nous le produit s'appelle iTrack et on trouve ça beaucoup dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'agroalimentaire et dans le domaine également de la pharmacie.
Et je rajouterai dans l'automobile, puisqu'on a installé, on a 13 km de Magnet Motion installé en Slovaquie, sur une usine automobile. Donc, c'est quand même un système mécanique, donc sujet à usure, sur lequel les gens ne voulaient pas trop investir en termes de ressources. Donc, on a développé tout un système de maintenance connectée pour anticiper le défaut des plateaux. Un petit flash ici. Ce sont ces plateaux qui s'usent. Comment anticiper l'arrêt des machines, sachant qu'on est dans un système de food and bev, c'est-à-dire que ça va très vite. Donc là, on a les canettes, je ne sais pas si vous les voyez, on a les canettes de boissons qui sont au-dessus. Et on passe du mixeur au fileur. Le client, en mettant en place ça, uniquement par la réduction des temps d'arrêt, a fait une économie de 45 000 $ par ligne, approximativement. Il a une douzaine de lignes installées sur une usine. Donc ça donne une idée de l'économie qu'il a pu réaliser uniquement sur les temps d'arrêt. Mais juste un petit commentaire, en fait, là on va appliquer complètement la digitalisation et le côté prescriptif. La maintenance traditionnelle, hein, qui est la maintenance préventive, qui est déjà une maintenance évoluée, mais on planifie qu'on va tout changer, on va changer tous les plateaux tous les 2 mois par exemple. En fait, faire ça nécessite des temps d'arrêt plus longs, ça nécessite des pièces de rechange supplémentaires, alors qu'on n'a pas forcément besoin de changer tous les plateaux. On changera le plateau si nécessaire. C'est-à-dire celui qui a été sollicité le plus, puisqu'on a la possibilité de les déplacer mécaniquement, enfin magnétiquement justement, individuellement. Celui qui aura été le plus sollicité dans ces opérations de production, c'est celui-là qu'il faudra changer, mais pas changer celui d'à côté qui a été peu sollicité. Donc c'est vraiment ça l'idée derrière cet exemple, c'est comment finalement on réduit le temps de maintenance, comment on réduit les pièces de rechange nécessaires et pourquoi systématiser une maintenance préventive alors que finalement on peut avoir par le prescriptif la date exacte à laquelle on va pouvoir le changer et pour être dans l'optimum de production. Alors en termes d'optimisation des coûts, ça sous-entend qu'aussi on va remonter jusqu'à la supply chain, c'est-à-dire est-il utile d'avoir en stock des plateaux? Et si un jour on en a besoin, ne vaut-il pas mieux l'avoir stocké chez notre fournisseur plutôt que sur site, etc. etc. Donc l'impact est énorme, énorme. Et on travaille beaucoup sur l'amont, sur la supply chain en ce moment, par rapport à une maintenance connectée. Quelles sont les conséquences qu'on va trouver en amont sur les budgets, sur les finances, sur les storerooms, etc., sur les stocks. Alors, comment ça marche? Quand le mainteneur a ça entre les mains, qu'est-ce qu'il a en termes d'outils? Donc il a un outil comme ça hein, qui peut il peut regarder en détail l'état de sa machine, la vie de sa machine. Voilà ce que ça lui donne quand il a une vision globale du site de sa machine, pardon. Donc il a 2 lignes, on l'a vu tout à l'heure sur la photo, 2 lignes de remplissage. Il sait qu'il y a un mixeur qui est en panne, ok, c'est très bien. Par contre, il a une alerte sur le carte en jaune ici, qui va lui dire attention, il y a le carte numéro 12, de chariot numéro 12, qui dans 4,7 jours va tomber en panne. Alors, il va tomber en panne parce que les mainteneurs ont un historique qui a été rentré dans la machine, et tout doucement, parce qu'on a vu tout à l'heure par les agents qui apprennent, le machine learning, qui apprennent eux aussi à analyser toutes ces données, vont pouvoir prédire une date d'arrêt, une date de panne. Le mainteneur a à sa disposition aussi combien de produits ont été fabriqués, combien ont été rejetés, donc les bad parts 81, le total fabriqué, le total du downtime, etc., qui est en minutes. Selon une autre vision, donc là-dessus, le mainteneur, l'asset manager, peu importe, va être focusé sur le produit fabriqué et non pas sur la maintenance elle-même. La maintenance étant plus qu'un outil. Oui, c'est d'ailleurs le mainteneur, mais c'est aussi l'homme de production ou la femme de production qui va être intéressée par avoir tous ces tableaux-là, puisqu'en fait, ça combine des informations purement de production et des informations purement de maintenance. Donc c'est ça là aussi l'avantage de la digitalisation, c'est que l'ensemble des données sont contextualisées pour l'utilisateur, et l'utilisateur, ça peut être quelqu'un de maintenance, mais quelqu'un de production également. L'analyse de maintenance pure et dure va lui donner ce genre de tableau. Donc sur cet exemple-là, qui est un exemple réel, hein, sur les 20 chariots utilisés, on voit la durée de vie approximative du fameux chariot numéro 12, qui s'affiche ici.
Sachant que les 19 autres sont ici, les courbes sont confondues. Pourquoi celui-ci s'use? La maintenance prédictive ne va pas encore le dire. Il y a une raison pour laquelle il s'use. Je ne peux pas la donner au jour d'aujourd'hui, mais ça fait partie, dans ce cas-là, d'autres analyses qui sont faites ultérieurement. Ceci dit, le système va dire, attention, j'ai plus que 4,7 jours pour changer mon truc, donc je dois prévoir un arrêt à un moment donné. À quel moment la production va pouvoir me dégager le temps nécessaire? Ce sera une négociation. Évidemment, dans le système est rentré les procédures, etc. Alors, aussi bien les procédures de maintenance que les procédures de sécurité associées, etc. Tout est rentré dans un système comme ça, ce qui fait que le mainteneur, entre guillemets, n'a plus qu'à sortir sa procédure, ses HoloLens s'il en a, et tout son système pour pouvoir intervenir. Voilà un peu, grosso modo, le tableau de bord dont peut bénéficier quelqu'un qui a digitalisé une partie de son usine, enfin, une partie de la maintenance de son usine. Donc, une des idées à la question à se poser. Et je vais être très, très critique par rapport à tout ce qu'on a vu là à l'instant. Est-ce que vous avez besoin de digitaliser? C'est la première question à se poser. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que dans votre usine, dans votre groupe, dans votre atelier, sur votre ligne de production, est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que ça vous rapporte? C'est la première question à se poser. Parfois, il est complètement inutile et farfelu de dépenser des sous pour digitaliser. Il faut se poser la question. C'est pour ça qu'on a tendance, nous, à éviter le projet monstrueux à proposer aux clients. On va vous digitaliser tout sur 10 ans, etc. On a tendance plutôt à proposer des proof of concept. On va sélectionner avec le client finalement une installation qu'il considère lui comme critique. On va sélectionner avec le client des gens qui vont travailler avec nous sur ce genre de sujet pour faire un assessment, une étude de faisabilité en quelque sorte, et surtout une étude de retour sur investissement en quelque sorte. C'est-à-dire que digitaliser pour digitaliser, se faire plaisir en être industrie 4.0, c'est parfait, mais si finalement à la fin les objectifs qu'on s'était fixés ne sont pas au rendez-vous, si on a dépensé des centaines de milliers d'euros, il y a des comptes à rendre évidemment à l'entreprise. Un proof of concept ou un assessment, c'est de l'ordre de grandeur de entre 10 et 40 K euros. Ça reste raisonnable, accessible, et surtout on a le droit de se tromper. Ça, c'est un sujet important. C'est-à-dire que si on s'est trompé sur la façon de le faire, les gens qui vont travailler sur ce projet, ils apprennent en même temps finalement la démarche de la digitalisation. C'est une façon de se former, c'est une façon de comprendre les enjeux et de comprendre quelles sont les priorités. Et peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils ils ont voulu traiter ça en interne principalement, alors qu'il aurait fallu peut-être se renforcer avec des compétences externes. Rockwell Automation en est une, mais il y en a plein d'autres, avec des gens qui vont pouvoir leur apporter soit un savoir-faire. Ça peut être aussi le constructeur de machines qui dit moi j'imagine que les capteurs, il va falloir plutôt les mettre là, ou les informations à capter, elles vont être là et là et là. Et de ce fait-là, ce petit proof of concept va permettre d'être la première marche pour avancer sans que ce soit rédhibitoire pour l'entreprise. Donc c'est vraiment un peu une nouveauté. Dans le passé, on avait des systèmes d'analyse de production qui étaient extrêmement complexes, qui nécessitaient de mobiliser des millions d'euros. Aujourd'hui, on va plutôt partir petit sur ce qui est prioritaire pour évoluer vers une généralisation. Tout à fait. Donc on a vu tout à l'heure un peu les choix d'assets et les données nécessaires. Donc si vous faites le choix de dire ok, je veux digitaliser telle partie de ma ligne de production ou une ligne de production, la deuxième question à se poser, c'est quelles sont les ressources dont j'ai besoin. Alors vous savez tous comme moi quels sont les différents assets dans une entreprise. Vous avez les machines, l'argent, c'est clair, les dollars, et le plus important, les hommes. Et dans chaque catégorie, vous avez des assets matériels et immatériels. Vous pouvez très bien avoir des gens parfaitement compétents qui sont présents, je veux dire, mais qui n'ont pas forcément les bonnes compétences. Donc on a l'asset matériel, les hommes, l'immatériel, les compétences. C'est pareil pour les machines. Vous avez des machines, physiquement, le matériel sont là, immatériel, c'est toutes les données, qui sont aussi des données qui sont un capital de l'entreprise. Pareil pour les finances, la trésorerie est un asset matériel, les actions en bourse sont un asset immatériel, par exemple. Donc, en fonction de votre choix, dans un premier temps,
des ressources dont vous avez besoin, il va falloir que vous développiez un projet d'entreprise pour pouvoir digitaliser, même si c'est qu'une partie d'une ligne de production. La notion de projet d'entreprise, c'est fondamental. D'abord, l'impulsion doit venir du management. L'expérience, c'est que souvent les collaborateurs remontent des besoins, et si ce n'est pas supporté par le management, le top management, comme un projet d'entreprise, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner ponctuellement sur un petit équipement, mais ce n'est pas une démarche globale de digitalisation, c'est clair, parce qu'il faut que ce soit supporté, parce que d'abord ça coûte de l'argent, que ça va prendre un peu de temps, que ça nécessite de réorganiser également parfois l'entreprise, et de faire des partenariats stratégiques avec des entreprises extérieures. Donc ça veut dire carrément un projet important d'entreprise, et donc ça ne peut pas ne pas être supporté par le management. Si je reprends l'exemple de notre fabricant de boissons énergisantes, par exemple, nous avons déterminé avec eux quelles étaient les machines les plus intéressantes, entre guillemets, à digitaliser. Eux ont choisi cette partie-là parce que ça leur coûtait, il leur semblait que c'était le plus embêtant en termes d'arrêt de production, en termes d'arrêt de ligne. On a développé ce système uniquement sur cette partie-là. Ça fonctionne. Avant de passer à l'étape suivante, on attend patiemment que notre concept et ce système fonctionnent parfaitement. Il y a peut-être des bugs qui traînent, c'est possible. On n'est pas parfait. Donc, d'ici un an, on va certainement réétendre l'étude à d'autres parties de l'usine qui leur semblent intéressantes de digitaliser. Donc, c'est un exemple typique de ce que disait Olivier. On choisit d'abord, on y va doucement. On trouve un partenaire. Alors, le partenaire, c'est pas que nous, il y en a d'autres dans le système. On n'est pas tout seul à faire ça. On a mis ça en place et on espère continuer. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas un projet plug and play, c'est-à-dire ça ne se fait pas tout seul, quoi. On l'a bien compris, ça nécessite quelques réunions, quelques définitions des besoins, des compétences, des ressources, etc. Mais ce n'est pas insurmontable. En faisant effectivement par étapes, c'est tout à fait réalisable. La preuve, c'est que des clients l'ont fait et avec du succès. Donc c'est un peu la conclusion. Il y a aussi un point important qu'on n'a pas trop insisté là-dessus, mais c'est un point fondamental, c'est que pour véhiculer des datas, il va falloir des réseaux performants et des réseaux qui soient capables d'interconnecter entre l'IT, donc la partie informatique, informatique de gestion de l'entreprise, et l'OT, qui est l'informatique de production. Ça, c'est un élément, je dirais, essentiel, c'est-à-dire qu'avant de se parfumer, il faut se laver. Ça, c'est la première étape, c'est d'abord de faire l'audit du réseau tel qu'il est actuellement. Le fait de mettre de la digitalisation veut dire qu'on va véhiculer beaucoup plus de data. Bon, est-ce que le réseau tel qu'il est aujourd'hui, entre les différentes machines ou équipements, s'il existe, est suffisamment performant pour pouvoir aller vers notre objectif de digitalisation, c'est-à-dire est-ce qu'il a la bonne dimension? Sinon, il faut l'adapter. Puis aussi, si on commence à faire appel à des ressources extérieures qui vont se connecter par exemple à distance ou faire de la surveillance à travers le cloud de vos données, de vos modèles d'analyse, il va falloir que l'infrastructure soit capable d'éviter les attaques de cybersécurité, enfin, mettre en place une approche de cybersécurité pour éviter les attaques intempestives extérieures. C'est-à-dire que si on commence à ouvrir l'usine à l'extérieur, il faut bien sûr la protéger. Et ça fait partie aussi d'un des sujets, c'est l'infrastructure réseau et IoT. Un petit mot encore sur ce que vient de dire Olivier. Ce que l'on peut constater, c'est moins... Alors, des data, des données, il y en a partout. Toutes les usines, toutes les entreprises ont plein de données partout. Le problème majeur, c'est ce que vient de souligner Olivier, c'est la connectivité. Comment on peut relier ces données les unes aux autres, entre elles, entre les gens d'abord, et après à travers un système. Mais déjà au niveau des gens, on se rend compte que même aujourd'hui, sans digitalisation, les données ne passent pas d'un service à un autre, d'une direction à une autre, etc. Il y a des blocages un peu partout. Donc on assiste à un énorme problème de connectivité que l'on essaie de résoudre en faisant effectivement des assets réseau, des assessments sur les réseaux pour s'assurer que, encore faut-il être clair sur ce que l'entreprise veut. Qu'est-ce que je veux communiquer, à qui je veux le communiquer, comment je vais le communiquer, c'est autre chose.
Typiquement, ce qu'on a fait aussi, c'est vous êtes dans vos usines, généralement, bon, parfois c'est le salon de l'automatisme, mais dans certains cas, il y a des machines avec 2-3 technologies, 2-3 constructeurs qui, naturellement, évidemment, ne communiquent pas spontanément les uns avec les autres, puisque ce n'est pas leur objectif numéro un. Leur objectif, c'est de dialoguer entre eux, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, que des automates Rockwell sur l'installation de production. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que c'est un certain nombre d'équipements qui ont leur propre protocole de communication ou éventuellement des protocoles, je dirais, ouverts, mais différents du protocole ouvert de celui d'à côté. Donc la première chose qu'on a fait quand on s'est associé avec PTC, par exemple, qui était une entreprise qui par exemple, contient ce qu'on appelle les Kepware. Les Kepware sont des logiciels qui permettent d'interconnecter des réseaux, des technologies, je dirais, hétérogènes entre elles. Et PTC ne se limitait pas que à la partie basse, la partie de l'automatisme, mais également l'interconnexion vers un SAP, vers des bases de données, vers un certain nombre d'informations qui sont des informations d'entreprise. Et donc, on voit bien là que le fait d'avoir fait, par exemple, ce partenariat avec PTC nous permet d'avoir, de véhiculer la data, quelle que soit la data. Une information qui est dans SAP est dans un format totalement différent d'une information qui vient d'un automate ou d'un capteur de pression, par exemple. Donc voilà, c'est ça l'enjeu aussi, c'est d'être capable d'avoir les bons outils dès le départ pour permettre de véhiculer cette data. Parce que si on ne la véhicule pas, ou si on ne va pas chercher la bonne data qui nous paraît fondamentale pour le modèle, pour nourrir le modèle, ben on n'arrivera jamais à nos fins. Si ce n'est faire de la saisie manuelle, mais qui n'a finalement plus d'intérêt, parce qu'on retrouve ce problème de réactivité et de disponibilité de l'information. Voilà, en 2 mots, enfin en 3 mots. en 3 quarts d'heure. En 3 quarts d'heure, maintenant... Merci beaucoup messieurs, pour cette présentation à la fois riche et complète, puisqu'on aborde effectivement tous les steps à franchir pour entamer cette démarche, jusqu'à la cybersécurité et l'architecture également informatique de l'entreprise. C'est beaucoup d'informations, néanmoins, c'est vrai que beaucoup de visiteurs de ces conférences, parmi vous, se demandent un petit peu par quel bout prendre tout ça. Si on résume, quelle est la première des choses? On avait notamment parlé de savoir pourquoi il fallait digitaliser. La première des choses à prendre en compte, et ensuite je vous laisse le micro pour des questions. La première des choses, c'est est-ce que j'ai intérêt à le faire? C'est la première des démarches. J'ai un outil de production, j'ai une usine, j'ai un atelier, ok. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut m'apporter en tant que propriétaire d'une installation de digitaliser? Quel est le plus? Est-ce que ça va m'apporter de la productivité? Est-ce que ça va apporter une augmentation de mes rythmes, de mon process de fabrication? Quels sont les critères auxquels je tiens qui sont mes principaux challenges pour me mettre, alors, comme on l'a vu tout à l'heure, rapidement sur le marché, en sécurité, etc. C'est à vous qu'appartient le choix. Effectivement, vous pouvez toujours trouver des consultants, des gens comme nous, comme moi, peu importe, qui peuvent vous aider à choisir, à vous débroussailler un peu le problème, parce que parfois, c'est pas évident. Dans des entreprises, vous avez aussi vos propres services IT, OT, etc., informatique de gestion, informatique de process, etc., qui peuvent vous aider dans la démarche. Le tout, c'est d'avoir une vision à peu près stratégique à moyen terme et long terme de ce que vous voulez faire de votre entreprise. La question est bonne par rapport au fait de est-ce que j'ai besoin de le faire ou pas. Si la réponse est oui, la maintenance qui était quelque part au bout de la chaîne dans l'organisation précédente, j'allais dire des entreprises, c'était finalement à la fin, on allait voir la maintenance pour corriger le défaut ou la panne.
Là, la maintenance est un des acteurs majeurs de la digitalisation dans son retour d'expérience, son apport de retour d'expérience, dans son aide à la modélisation et également dans la communication des informations et la récupération des informations de l'entreprise. Et c'est un acteur, une ressource au même titre que les responsables que les gens qui s'occupent de la production, au même titre que les gens qui s'occupent de la finance. On n'est plus dans une organisation en ligne, mais une organisation bouclée, j'allais dire. Est-ce que vous avez des questions avec un micro qui marche? Juste une question. Est-ce que vous faites de l'apprentissage supervisé ou non supervisé? Et peut-être même une deuxième question, comment vous gérez les biais? Et est-ce que vous procédez à un nettoyage de données avant de commencer à les traiter? Pour la première partie, je te laisserai répondre, Olivier. Sur le nettoyage de données, évidemment, on est bien obligé. Je ne peux pas vous donner le nom de certaines entreprises avec qui on travaille en ce moment, c'est logique, mais je ne vous cache pas qu'on est sur une entreprise qui est worldwide. On est en train de travailler sur l'ensemble de leurs bases de données pour les nettoyer. Parce qu'il y a des choses qui sont claires, des choses qui ne sont pas claires, mais c'est toujours pareil, c'est vous qui décidez quel est le KPI qui vous semble le plus important. Nous, on a notre propre expérience des différentes entreprises. On peut vous dire, voilà ce qui se passe ailleurs, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. On est très transparent là-dessus. Les bases de données, oui, il faut qu'elles soient nettoyées périodiquement, c'est évident, c'est clair. Pour la première partie... Je reviens sur les données, trop de données tue la donnée, on va dire. Moi, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec des jeunes ingénieurs qui ont fait des formations complémentaires en big data. Et leur préoccupation principale, c'est de réduire le nombre de data. Alors ça peut paraître bizarre, alors que finalement on parle de big data, il y a trop de données, et c'est en fait les sélectionner, les trier et les rendre crédibles, on va dire. Parce qu'on peut très bien se faire leurrer par un groupe de données, on va dire. Et votre première question, excusez-moi, mais est-ce que l'apprentissage est supervisé ou non? L'apprentissage, je voulais dire la partie création des modèles, etc. Supervisé, vous voulez dire par des entreprises comme nous ou... Non, c'est-à-dire, est-ce que l'algorithme cherche comment dire, dans l'apprentissage, vous lui dites ce qu'il doit apprendre, ou vous avez un ensemble de données et vous les laissez parler et c'est elles qui vont vous dire, donner des informations. Donc c'est le non supervisé. Alors, dans le domaine des modèles, on a toute une bibliothèque de modèles qui sont des modèles types en fonction des types d'assets. C'est-à-dire qu'on a déjà préformaté un certain nombre de modèles qui nous permettent de dire, là, pour tel type de machine, c'est préférable d'utiliser tel modèle. Et après, on le laisse vivre sa vie, et puis à un moment, on le contrôle, le modèle. Parce que, tout bêtement, il n'y a pas de courant, donc la machine ne marche pas. Enfin, il y a des analyses de données qui sont ridicules, qui ne servent à rien. Donc on va lui limiter un certain nombre d'analyses. Un des objectifs, ça va être choisir le bon modèle de base, et puis le laisser apprendre et le limiter et l'organiser, on va dire. Et c'est là que nos spécialistes sont utiles. Mais vous pouvez aussi, vous, recruter des gens qui ont cette compétence, et ils vont eux-mêmes identifier quelles sont finalement les limitations qu'il faut donner au modèle ou quel modèle choisir. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, c'est très clair. Eh bien, très bien. Merci. Merci à vous. Et à tout de suite, donc à 11h30, il y aura une conférence, là cette fois avec Gaz Électricité de Grenoble, sur l'implémentation d'une GMAO dans le cadre d'une transformation digitale de l'entreprise. À tout de suite.